Alors, bonjour, bienvenue à tous. Nous allons débuter tranquillement. Mon nom est Véronique Maltais, puis j'animerai ce webinaire. Avant de laisser la parole au présentateur de la conférencière d'aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques consignes d'usage. Donc, au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez la réactiver un peu plus tard lorsque la période de discussion débutera. Pour activer la boîte de chat, vous pouvez cliquer sur l'icône bulle en bas à droite. Puis, la période de questions se fera à la toute fin de la présentation. Et puis finalement, j'aimerais mentionner que le webinaire est enregistré. Et je laisse maintenant la parole à Mathieu Bergeron. Oui, bonjour. Merci Véronique. Je suis Mathieu Bergeron. Je suis directeur de la division planification, partenariat, opération au Centre de foresterie des Laurentides. Puis je suis également là, le responsable au niveau de l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité au sein du Service canadien des forêts. Bienvenue à ce 7e webinaire de la 37e saison des colloques du Service canadien des forêts et du CFL. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « Développer un outil de planification écologique afin d'aider à la conservation d'une richesse méconnue, les tourbières de la région Ahoutie ». B. James, c'est avec plaisir que je vous présente la conférencière, Madame Nicole Fenton. Nicole Fenton est professeure d'écologie végétale et directrice de l'Institut de recherche sur les forêts de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle a supervisé plus de 30 étudiants au cycle supérieur au cours des 10 dernières années et a enseigné une variété de cours allant de sujets spéciaux en écologie, des bryophytes à analyse des données biologiques. Elle se spécialise dans l'écologie des habitats, des bryophytes et des lichens avec un intérêt particulier pour la diversité taxonomique et fonctionnelle dans les habitats naturels et anthropiques. Au cours des dernières années, un de ses actes de recherche a été la biogéographie des bryophytes et des lichens en essayant de combler certaines lacunes dans nos connaissances sur leur répartition à travers le Canada. En plus de son travail sur l'écologie végétale, Nicole Fenton a été active dans la promotion de l'inclusion, de la diversité, de l'équité et de l'accessibilité dans les sciences, en particulier l'écologie forestière et la botanique. Je vous souhaite un bon colloque. Je laisse maintenant la parole à Madame Fenton. Merci beaucoup. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, je vais nous sortir un peu de la forêt vers les tourbières, quoique il y a des tourbières boisées au sein de ma conférence. Alors, la forêt ne serait pas bien loin. Alors, c'est avancer la diapo. Juste un petit rappel de quoi on travaille aujourd'hui, puis juste une mention que ces projets-là ont été menés dans le contexte d'un chaire industriel que je tiens, qui s'échoue Super, qui était à une chaire industrielle CRSNG U4 sur la biodiversité nordique contexte minier. Alors, avant qu'on va dans le vif du sujet, je voulais tout de suite souligner toutes les personnes qui ont travaillé sur l'ensemble des projets. Vous allez voir, là, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, c'est clair que c'est pas moi qui a fait tout ça, ni même la majorité de ça. Alors, j'aimerais en premier souligner les étudiants et les étudiantes qui ont travaillé au sein de ce projet. Marc-Frédéric Indorf, Tana Ruth, Mariano Feldman, qui soutient son doctorat dans quelques semaines, Eliane Grant, les chargés de projet, Camille Gomez, Julia Morara et Nariman Bram. Les aides de terrain sans qui nos étudiants seront perdus dans la forêt, Lisande Bourgoin, Rémi Chevalier, Juliette Larivière et Julie Arsenault. On a plusieurs collaborations universitaires, Osvaldo Valaria, Louis Imbeau, Yves Bergeron, Hugo Asselin, Christian Mantico-Pringle et Marc Nazrol. Et très important, nos collaborateurs autochtones, parce que toutes ces recherches-là sont faites en contexte autochtone et en partenariat avec eux. Benoît Croteau, Pamela McLeod, Anderson Jolly, Emily Sinav, Kelly Leblanc, les maîtres de trappe des nations d'Abitibi-Winnie, de Mistassini et de Nemaska. Finalement, il y a également les compagnies minières avec qui nous avons collaboré, particulièrement Simon Thibault, Anissa Amira et Lucienne Anctil, qui travaillent respectivement ou travaillaient dépendant à Nemaska Lithium, Sternaway Diamond et ECLE Québec. Alors, je voulais juste souligner tout de suite que c'est vraiment un travail d'équipe, que je suis simplement la représentante de cette équipe-là aujourd'hui. Alors, en commençant aujourd'hui, je voulais vous enligner sur une partie du monde qui est un peu peut-être moins connue et moins appréciée que ça devrait être parmi nous. Les basses terres de la baie James et de la baie d'Hudson, c'est une immense région
autour de la baie James essentiellement, puis qui longe la baie d'Hudson. Cette région-là est connue internationalement comme la deuxième plus grande complexe de milieux humides et de tourbières sur la Terre, après les secteurs en Sibérie. Puis, la carbone qui est stockée dans cette région-là, c'est d'une importance primordiale pour la planète. Et les milieux humides qui dominent son secteur-là restent, malgré toute cette importance-là, une des régions les moins connues au Canada. Alors, on peut imaginer pourquoi ça c'est vrai, c'est loin, c'est entourbé, c'est mouillé, c'est difficile d'accès. Par contre, ces milieux humides-là, puis d'autres à travers le nord du Québec et le Canada, restent des endroits qui sont très importants à la fois pour la carbone qui stocke, le carbone qui fixe, mais aussi les plantes et les animaux qui l'hébergent. Si on regarde plus spécifiquement dans le secteur québécois, en Iwitchi et James, on peut voir qu'il semble avoir un genre de... Est-ce que vous voyez mon souris si je fais ça ici? Je pense que oui. Oups. On peut avoir un gradient de secteurs très, très dominés par les milieux humides qui sont dans les basses terres, des secteurs intermédiaires quand tu montes à l'est, puis ensuite un secteur qui est encore différent une fois que tu rentres au bord du lac Mistassini. Alors, c'est une grande région, mais la diversité des milieux humides est aussi grande. Alors, on ne peut pas penser que chaque milieu humide il va équivaudre à l'autre. Il va y avoir de la variation. Alors, on va regarder un peu de cette variation-là. Ici, on voit une sorte de milieu humide. Ça c'est une photo de Google Earth qui a été prise dans le secteur autour de le Minster-Noé. Je vais juste essayer de... Ici, c'est une autre sorte de milieu humide. On peut voir la formation ici de secteur humide avec les lignes. Alors ça, c'est avec le mouvement de l'eau, on pense. Il y a encore un peu de discussion là-dessus. On voit ici un secteur proche de Nemaska, le village de Nemaska. Ça, c'est le lac montagne, puis ça, c'est un milieu humide très significatif pour la communauté. Puis le développement minier, c'est juste un peu ici à l'ouest. Là, on tombe plus dans les tourbières forestiers au nord, d'Autier-Nord, au nord de la Sarre, sur la ceinture d'argile. On voit encore une formation de patrons dans nos milieux humides. Et puis, les peuplements forestiers à travers les milieux humides. Puis, juste pour souligner que oui, ces milieux humides-là sont perturbés aussi par la foresterie. On voit ici un complexe forestier milieu humide où il y a eu une récolte de certains des secteurs forestiers au sein de cette complexe. Alors, ces milieux humides-là sont très variés, il y en a toutes sortes. Puis, ils font face à toutes sortes de différentes sortes de perturbations avec notre développement industriel. Alors là, on change d'idée un peu, là. On sait qu'on est dans un milieu, on est dans une période où tout change, là. Il faut maintenant commencer à réfléchir avec les changements climatiques, comment on va changer notre énergie pour passer d'une société qui est basée sur des carburants fossiles vers des carburants renouvelables. Puis même si on peut penser que tout ça c'est beau, là, ça va être parfait pour le changement climatique, il faut quand même se reconnaître que la transition énergétique peut avoir des conséquences pour la biodiversité. Il y a beaucoup d'études qui ont regardé ça d'une façon où ils regardaient les différentes sortes d'énergie renouvelable, puis il y en a d'autres qui regardaient d'autres effets par rapport à l'extraction des minéraux vers les mines. Puis, c'est assez rare qu'on voit qu'on met toutes les choses ensemble, mais ça, c'est une chose qui est claire, c'est qu'on ne peut pas faire une transition énergétique sans avoir plus d'extraction de minéraux critiques. Et ces extractions de minéraux critiques, ça va vers des infrastructures industrielles dans nos territoires. Puis, il y a eu vraiment une étude intéressante qui a été faite cette année, ou l'année passée maintenant, qui démontrait qu'au Canada, puis ça, c'est juste pour 2 minéraux critiques, les secteurs qui étaient très intéressants, prospectifs, comme ils disent ici, plus prospectifs, là, ils chevauchaient souvent avec les secteurs qui ont un grand intérêt pour les services écosystémiques. Alors, quand on a cette violette foncée ou le bleu foncé ou le rose foncé, on est dans un secteur où il y a un grand chevauchement de la
possibilités minérales pour les minéraux critiques pour faire la transition écologique, mais aussi des écosystèmes qui sont importants ou pour des espèces rares ou comme des refuges pour les changements climatiques ou juste parce que c'est des grands secteurs non perturbés couramment sur la planète Terre. Le Canada est vraiment choyé en ayant, et le Québec d'ailleurs, en ayant beaucoup de secteurs qui n'ont pas été perturbés encore par l'humain, surtout dans le Nord. Et le globe nous regarde. Puis quand on va perturber ces secteurs-là, c'est pas vu positivement. Alors, il va y avoir une bonne balance entre ces affaires-là. Si on regarde plus spécifiquement, on peut voir ici qu'il y a vraiment une intensité de mine sur le fait du Cadillac. Ça se surprend personne. Mais il y a énormément de sites minières dans le nord du Québec, Iwichi, Bay James, et encore plus des sites en prospection. Ça, c'est les points rouges, là. Avancés. Alors, on s'en va vers le développement de ce territoire-là. OK. Alors là, on s'en va vers un développement de ce territoire-là, mais où est-ce que ça va être? Puis c'est quoi les conséquences de cela? Ça, c'est une photo de Google Earth qui est juste au nord de la Sarre et juste au sud, là. Ça, c'est le lac Mistuak, là, pour ceux qui connaissent la région, ou Wawagozik. Wawagozik au sud des Mistuak. Alors, ça, c'est la mine Casa-Berardi avec qui on a collaboré beaucoup. Ça, c'est l'ancienne mine Silbé. Puis ça, c'est le mine Detour en Ontario dont on a beaucoup entendu. Alors là, on se peut demander, on a une prospectivité minière, on a une biodiversité. Alors, comment est-ce qu'on met toutes ces choses ensemble? Puis pourquoi est-ce que c'est important? Mais c'est important à deux échelles. En première échelle, c'est que si on veut faire un milieu protégé, un arbre protégé, est-ce qu'on le met là? Est-ce qu'on le met là? Est-ce qu'on le met là? C'est quoi les conséquences? C'est quoi les avantages d'être dans un secteur versus un autre? À la fois pour la prospectivité, pour la possibilité minérale, mais aussi pour la biodiversité. Généralement, dans le Nord, on n'a pas suffisamment d'informations pour bien répondre à cette question-là. À une autre échelle, on peut voir ici un secteur un peu au sud du mine Selby où il y a eu la prospection. Il y a eu plusieurs forages qui ont eu lieu. On peut se demander si on veut mettre une mine ici, ça serait quoi les conséquences de mettre là versus le mettre là versus mettre là? Parce qu'on peut s'entendre, il y a une certaine capacité de bouger sont où les infrastructures sur le territoire quand on regarde à petite échelle, puis il peut avoir des conséquences pour la biodiversité par la suite. Comme je mentionnais, tout ça se déroule dans un contexte où on n'a pas assez d'informations sur la biodiversité dans le Nord, comme mentionné dans mon biographie. Là. Pour un exemple, ici, la carte à droite, là, ça, c'est les points qui sont disponibles pour le Pleurogium shribri, qui est comme la mousse le plus commune. Alors, le manque de points dans le Nord et même en Abitibi est assez indicatif que le manque d'informations qu'on a sur la distribution des espèces. Alors, on ne peut pas simplement se baser sur les grandes bases de données de la biodiversité qui existent pour être capable de déterminer c'est où les choses. Puis, c'est quel secteur qu'on devrait prioriser ou pour le développement ou pour la protection. Alors, ça m'amène à l'objectif global de ce projet-là, qui était d'éviter des impacts sur la biodiversité des développements industriels à l'aide d'un outil de planification écologique. Alors, on fait ça en 3 étapes. On récolte de l'information sur la biodiversité, les plantes, les lichens, les animaux, mais on regarde aussi les connaissances autochtones parce que, comme je mentionnais au début, toutes ces recherches-là sont faites dans un contexte autochtone puis en partenariat avec les communautés. Deuxièmement, avec toute cette information, puis d'autres informations qui existent, entre autres issues de la télédétection, on va construire un index pour décrire les différents milieux qui va nous permettre de prendre des décisions intelligentes. Puis finalement, on veut s'assurer qu'on retourne l'information et les résultats des recherches aux communautés autochtones qui ont participé avec nous, parce que souvent, cette étape-là est vraiment sautée dans la recherche. Puis ils finissent à pas vraiment comprendre qu'est-ce qui est passé parce que c'est ou pas retourner de tout ou retourner sur une forme qui est complètement inutile pour eux autres. On a travaillé dans 3 secteurs. Un qui est basé autour du mine Casa-Berardi dans le territoire des Abitibi-Winnie. Un deuxième autour du mine Nemaska Lithium autour du communauté Nemaska ou Nemaska. Puis une dernière autour du mine Renard qui fait partie du territoire traditionnel du communauté de Mistissini.
entre 45 et 50 milieux humides ou des étangs de castors ont été échantillonnés pour les différents projets pendant les printemps et les étés de 2018 et 2019. On est chanceux, on l'a fini juste avant la pandémie. Comment est-ce que ça a marché? Mais au préalable, il y a une identification des différents types de milieux selon le bœuf qui a travaillé avec le projet du limite nordique. On peut voir ici un extrait d'une carte qui a été classifiée. Puis ensuite, les étudiants sont retournés sur le terrain puis ont choisi différents sites parmi ces types-là. On peut voir les petits triangles jaunes ici. Alors, ça nous indique des places que les étudiants sont allés voir pour vérifier à quoi ça avait l'air. Puis l'idée ici était juste de représenter bien la diversité des milieux, comme j'ai démontré au début, sur le territoire. Alors, ça finissait avec des descriptions de sites qui avaient l'air un peu comme ça. Ça, c'est le Mine-Selbe ici. On peut voir, pour ceux qui connaissent le territoire, les routes disponibles. Alors, évidemment, on ne passait pas à travers des milieux non disponibles. Puis ici, ça, c'est les sites qui ont été choisis dans le secteur du Mine-Renard, qui est très au nord. Et il y a uniquement une route, là. Alors, tous les sites sont le long de cette route-là. Pour les plantes et les lichens, on avait nos 3 secteurs. On avait 4 sortes de tourbières qui ont été ciblées. Puis on avait 3 réplicas de chaque sorte de tourbière. Alors, nos sortes de tourbières qui se trouvaient dans les 3 secteurs, c'était les bogues ambretrophes uniformes, les bogues à pinette noire, une faine uniforme, puis une faine riveraine. Alors, les étudiants ont passé toute une été à regarder qu'est-ce qui se passait dans ces différents milieux humides-là. Ça, c'est Tana et Marc-Frédéric qui examinent la flore. À gauche, il prend les informations plus globales sur le milieu humide, puis à droite, mais c'est à ça que ça relève. Un bryologue et un lichenologue quand ils sont en train de récolter des échantillons. Pour les animaux, on a structuré le projet un peu différemment parce qu'on voulait faire un contraste entre les étangs en milieu humide, en tourbière, versus les étangs de castor. Les étangs de castor étant des milieux qu'on sait est très positifs pour les animaux. Donc, on voulait voir à quel point les étangs en tourbière étaient utilisés à le même niveau au moins. Mariano a récolté des données de plusieurs façons. Il a fait des visites des étangs, il a mis des enregistreurs pour capturer à la fois les amphibiens et les oiseaux, puis il a aussi mis des caméras trappes. Finalement, on a aussi travaillé avec les communautés autochtones, comme j'ai mentionné, puis Eliane a fait une série d'entrevues avec des maîtres de traite puis des utilisateurs de territoire pour voir comment allait leur relation avec les milieux humides, comment ils voyaient les différents types de milieux humides, puis est-ce que ça variait, faisait varier les types d'activités qui étaient faites, puis finalement, c'est quoi leur réaction aux différentes perturbations qu'il y a eu sur le territoire. OK, on va passer aux résultats. Alors, on va commencer avec notre première étape dans le processus. Alors, pour vous donner une idée, là, je ne vais pas vous noyer sur des résultats parce que vous pouvez comprendre, là, ça c'est 2 doctorats puis 2 maîtrises. Là, il y a vraiment beaucoup d'informations ici. Alors, je vais aller assez vite. Pour les plantes et les lichens, qu'est-ce que je voulais souligner, c'est que malgré qu'on était sur 3 grands secteurs, puis on avait identifié 4 types de milieux humides au départ, finalement, ça se résume à 3 groupes. Quand on regarde des plantes et lichens, on peut identifier un groupe qu'on a surnommé muskeg. Alors, ça, c'est les tourbières boisées. C'est le groupe à gauche ici dans la classification. Puis, on a pu identifier 2 types de milieux humides qui étaient ouverts, donc sans strate arborescente importante. Un qui est plus au sud, alors on voit les petites C, là, ça c'est pour Casa-Berardi, puis un qui est plus au nord, dans le secteur Renard et Nemaska. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous démontre à quel point la présence ou l'absence d'un arbre sur le milieu humide, ça dicte vraiment la composition en plantes qu'on va trouver. Alors ça, c'est quelles plantes on va trouver, quels lichens on va trouver. Ils se trouvent ensemble quand ils sont boisés, puis ensuite, mais il n'y a pas de division géographique. Alors, peu importe que tu es nord dans le sud, ils se ressemblent.
Par contre, quand on est dans les milieux humides plus ouverts, il y a une division entre les tourbières qui sont plus au sud versus ceux qui sont plus au nord. Alors, il y a une plus grande différence géographique dans les tourbières ouvertes. Puis à droite, ici, on peut juste voir un petit peu un diagramme de veine qui indique c'est quoi les espèces qui sont associées avec les différents groupes et comment est-ce que ça chevauche. Alors, la petite boîte gris en bas, c'est juste les espèces qui sont trouvées partout, peu importe. Okay? Alors, vous voyez quand même pas mal d'espèces. Regardez en tête, ça, c'est les plantes, les mousses et les lichens qui se trouvent dans tous les sites. Ensuite, pour les muskeg, les tourbières boisées, on voit qu'il y a 3 espèces communes qui sont trouvées partout, mais il y a quand même certaines espèces qui sont associées ou avec les sites au nord ou avec les sites au sud. Pour les tourbières ouvertes, on voit qu'il y a beaucoup plus d'espèces dans le sud, puis ça, c'est les sites qui étaient les plus proches des fennes, alors des milieux plus riches. Mais c'est important de noter que le pH et les éléments nutritifs n'ont pas eu un grand rôle dans la structuration du communauté végétale. Alors, malgré leur nom de fennes ou bog, c'est pas vraiment vrai, là. C'est tous des milieux humides plus ou moins acides. Alors, il y en a certaines qui sont plus acides que d'autres, mais on ne tombe pas vraiment dans la catégorie de fennes. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de se tenir loin de ces classifications-là qui ne sont pas vraiment appropriées dans notre situation. Alors ça, c'est les plantes et les lichens. On a vu cette structuration intéressante, puis on peut voir que les milieux humides ouverts dans le sud, ils ont une richesse qui est intéressante et unique, si on veut parler de structuration de différentes sortes de milieux humides. Si on regarde les oiseaux, puis faire les enregistrements. Alors ici, on voit qu'il y a 2 grands groupes de tourbières là, qui ont été identifiés. Les étangs à castor à droite, puis le groupe qui est plus tourbière à gauche. Mais remarquez qu'il y a quand même beaucoup de chevauchement entre les deux. Alors, il y a des étangs tourbières qui se trouvent parmi les étangs de castor et vice-versa. Alors, malgré notre attente que les deux étangs soient très différents, finalement, on voit que les oiseaux qui fréquentent ces secteurs-là sont peut-être moins séparés qu'on aurait pu s'attendre. Puis, on le voit ici encore plus. Alors, ça, c'est où on essaie de voir toutes les différentes espèces en bas, là. Puis, on voyait s'ils étaient plus associés avec la castor ou plus avec les étangs de tourbière. Puis ça, c'est le genre de ligne au milieu. Tous ceux qui sont gris, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux sortes. S'ils sont en haut de la ligne, ils sont plus associés avec le castor, puis s'ils sont en bas, ils sont plus associés avec la tourbière. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec cette graphique-là? C'est que la vaste majorité des oiseaux, ils s'en foutent un peu. Eux autres, étang, c'est étang. Après ça, c'est pas grave. Clairement, il y en a certains oiseaux, surtout associés avec les débuts de succession, qui sont plus associés avec les étangs de castor. Ça, c'est pas très surprenant. Il y a probablement plus d'arbustes, d'arbres mourantes, des choses comme ça dans le secteur du castor. Mais globalement, il n'y a pas vraiment... On s'attendait vraiment à avoir une différence dans les communautés qu'on n'a pas vues ici. Si on regarde les caméras trappes, ça, c'est juste un échantillon des photos qui ont été prises. Puis là, ça, c'est le même genre de graphique. Là, on voit à gauche de la ligne de la figure A, ça démontre pas castor, tourbière, puis à droite, ça démontre castor. Si on regarde les animaux, il y a juste le castor, qui n'est pas très surprenamment, est associé avec les étangs de castor. La majorité des animaux, eux autres, ça ne les dérangeait pas une ou l'autre. On les voyait autant un bord que l'autre. Par contre, il y avait la loutre et le loup, qui était plus associé avec les étangs de tourbière. Puis ça, c'était très surprenant. On ne s'attendait pas du tout à ça. Puis l'autre chose qui est intéressant ici, c'est que en bas à droite, là, dans le panneau D, on peut voir aussi qu'il y a un gradient dans les animaux qu'on trouve entre les sites le plus au sud en allant vers le nord. Alors, comme je surprends sûrement personne, là, il y a plus de orignaux dans le sud que dans le nord. Il y a plus de castors dans le sud que dans le nord. Moi, je ne savais pas ça avant j'ai commencé ce projet-là. Puis, il y a également plus de lièvres dans le sud que dans le nord.
Alors ça, c'est un gradient dans notre communauté de faune qu'on voit quand on regarde l'ensemble des milieux humides qui est associé avec leur nordicité, un peu comme on a vu avec les plantes, et non pas nécessairement par rapport à leur type d'étang. Alors, qu'est-ce qu'on peut résumer dans ces résultats d'animaux? C'est que les étangs de tourbière sont, très importants pour les animaux d'une façon générale, et deux, ils ont un changement dans les communautés que tu vas trouver dans les étangs-là quand tu passes du sud vers le nord. Si on regarde les résultats par rapport aux connaissances autochtones, je vais vous mettre ici quelques résultats qui viennent de la nation de Mistassini. Puis ça, c'est la question par rapport, est-ce que les milieux humides sont importants pour vous? Y a-t-il différentes sortes de milieux humides? Puis c'est ça les réponses, une sélection des réponses qu'on a eues. Alors, les milieux humides sont des habitats fauniques. On y retrouve l'orignal à l'été et le caribou à l'hiver. Donc, c'est important pour la faune. Alors, ça revient avec les résultats qu'on a eus de Mariano. Une chose qui est intéressante ici, que je trouve, il y a deux types de milieux humides. Les humides avec des ruisseaux et secs avec de l'eau en dessous. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Ça revient un peu à nos types de tourbières qu'on avait au début, qu'on trouvait avec les plantes. On a les milieux humides qui sont plus secs, qui ont tendance à avoir des herbes dessus. Puis ensuite, on a les milieux humides ouverts où on a tendance à avoir de l'eau. Alors, à la fois, les communautés autochtones et les plantes, ils voient les milieux humides de la même façon. Alors, il y a un chevauchement dans les connaissances là, qui est intéressant. J'oublie ça. Puis finalement, le dernier point ici, c'est que les milieux humides sont très importants pour les communautés autochtones parce que, justement, c'est là un genre de garde-manger faunique. C'est important pour eux pour cette façon-là. Si on regarde plus les questions par rapport à comment est-ce que vos activités en milieu humide ont été affectées par les différentes perturbations sur le territoire, ici on regarde pour Abitibi-Winnie, où il y a beaucoup plus de foresterie, puis ça ressort dans les changements. Alors ici, on voit beaucoup de changements dans la quantité de tourbières et la qualité d'eau, puis la présence de faune terrestre puis de poissons en fonction de la foresterie sur le territoire. Alors, pour eux autres, c'était la foresterie puis la voie routière qui a eu un changement sur la faune qu'ils allaient chercher dans les tourbières et donc ils ont eu des impacts pour eux autres sur leur mode de vie. Alors ça, c'était un survol très rapide des résultats des différents projets, mais là, je voulais juste vous décortiquer un peu qu'est-ce que ça pourrait dire pour une communauté, par exemple. Alors, si on regarde des résultats plus spécifiques pour les communautés de Mistassini, on peut voir que dans ce secteur-là, les tourbières boisées étaient les plus riches en termes d'espèces. Il y a eu de lichens. Alors, il y a eu 68 espèces de lichens, puis c'est aussi le secteur d'ailleurs qui a eu le plus de lichens. Donc, 12 espèces uniques qu'on n'a pas trouvées dans les autres secteurs. Alors, ça, c'était une région qui est très importante pour les lichens. Côté bryophyte, à Mistassini, encore les tourbières boisées, mais aussi les phènes, comme ils étaient classifiés au début, étaient plus riches en espèces. Alors, à Mistassini, on a trouvé 72 espèces de bryophytes, dont 13 espèces qui étaient uniques pour ce secteur-là, incluant des espèces qui étaient rares au Québec, comme on peut voir dans la carte. Côté plantes, encore une fois, les tourbières boisées et les phènes étaient les plus riches en espèces. À Mistassini, on a trouvé 90 espèces de plantes vasculaires, dont 25 espèces qu'on ne trouvait pas dans les autres secteurs, incluant l'Empytrum nigra qu'on voit ici. En plus, il y avait une espèce de Drosera qui est très rare dans tout l'Est du Canada. Alors ça, c'était vraiment intéressant pour ce secteur-là qu'on voit franchement une série de plantes qu'on ne voit pas ailleurs. Côté animaux, il faut dire tout de suite, il n'y en avait pas d'étang de castor. Alors, quand on parlait de notre gradient d'animaux en allant vers le nord, mais le castor, lui, il ne se rend pas à la mine renard. Alors, on a juste regardé les tourbières. Ici, on a trouvé
J'ai oublié de traduire ces noms-là, je m'excuse. Un type de salamandre, puis c'était la fois qu'on a vu le plus au nord. On a vu les crapauds, on a vu des masses d'œufs, on a eu plusieurs sortes de grenouilles. On a également identifié 9 espèces de mammifères. Rien de très surprenant d'une façon générale ici. Puis 63 espèces d'oiseaux. Mariano, il aime vraiment tous les animaux, alors il a aussi regardé différentes sortes d'insectes puis de poissons. Alors, il a trouvé une variété d'espèces dans ça aussi. Alors, ça, c'est que ça pourrait avoir l'air pour chacun des 3 communautés. Avoir une série d'espèces, descriptions des espèces puis des secteurs pour les différentes communautés. Si on passait maintenant à notre deuxième objectif dans cette idée-là, qui était de construire un index pour décrire les différents milieux humides qui va par la suite permettre une planification écologique plus ludique. On veut un index qui est spécialisé, qui est intégrateur de plusieurs valeurs et de descriptions, puis on veut que ça soit libre d'accès. Alors, j'ai embauché un stagiaire postdoctoral, Camilo Gomez, puis c'est lui qui travaille depuis presque 18 mois maintenant à développer cet index-là. Puis c'est tout un travail. On n'est pas tout à fait à la fin, mais je lui donne tous les crédits pour ce qui a été fait. Puis, Camilo est plutôt anglophone, alors ces diapos ici vont être en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on veut utiliser ça? On va être capable de faire la planification écologique. On va être capable de faire du monitoring des tourbières. On va être capable de faire des décisions éclairées. Puis, qu'est-ce qui est important ici? On veut combiner le regard scientifique et autochtone au sein d'une même unité. Alors, l'importance de le travail d'Eliane puis les communications avec les Autochtones est cruciale ici. Alors, on est arrivé avec le MERIP. Multidimensional Ecological Richness Indicator for Peatlands. On va le traduire. Alors, l'idée, c'est ici qu'on va intégrer des connaissances scientifiques qui est le haut du cercle avec les connaissances autochtones qui est le bas du cercle. Puis, les proxys de télédétection de différents facteurs, comme les séquestrations de carbone, la quantité de forêt sur les secteurs, des perturbations comme les constructions, les routes, les mines, etc., l'eau et à la fois surface puis sous terre. Puis en sortir quelque chose qui va nous donner une idée sur l'ensemble de ces éléments-là. Alors, éventuellement, on espère que ça pourrait avoir l'air quelque chose comme ça. Alors, on pourrait avoir des polygones de tourbières. Puis, en choisissant une chose qui est plus importante pour nous autres, on pourrait les faire afficher pour les tourbières, incluant une version intégrée de tous les éléments. OK? Alors, lui, dans les espèces qui sont importantes pour la chasse et le trappe, mais il y a l'orignal, il y a le bernache, puis le castor. Alors là, on pourrait avoir une quantité, un indice pour chaque tourbière, pour chaque polygone de milieu humide qui nous dirait si c'est bon, mauvais ou moyen pour ces différents éléments-là. Et on souhaiterait qu'éventuellement, tu sois capable de cliquer sur un milieu humide puis que ça te donne des indices pour différents éléments au sein de cette gros indice-là. Alors que ça soit important pour la trappe, pour la chasse, pour la séquestration du carbone, du coup, tu prends une version totale, puis tu pourrais comparer différents milieux humides. Donc, ça nous permettrait d'avoir une comparaison entre les secteurs qu'on voudrait potentiellement protéger ou de développer. Alors, on n'est pas, ça c'était un exemple de à quoi ça pourrait avoir l'air. Malheureusement, on n'est pas tout à fait rendu à le produit final, mais ça s'en vient quand même très bien. Alors, à court terme, juste pour vous montrer où on est rendu pour tout de suite, je voulais vous faire un petit focus sur la faune qui a été développée à date en fonction des résultats d'Eliane puis le travail de Camilo. Alors, Eliane a identifié 7 espèces qui sont particulièrement importantes en lien avec les entrevues qu'elle a fait avec les communautés autochtones, le bernache, l'orignal, le castor, le caribou, évidemment, la martre, le lièvre et le perdrix.
On a divisé dans deux grands groupes, là, ceux qui sont plus qu'on utilisait pour développer un genre d'économie, là, une économie traditionnelle, versus ceux qui sont vraiment par rapport à le ressourcement puis la sécurité alimentaire. Alors là, Camillo, il était faire des distributions des espèces sur le territoire basées sur les données de GBIF. Puis en utilisant ça, il a fait des simulations par rapport à les climats maintenant et dans le futur de ces places-là. Alors, je vais vous montrer une série de cartes qui démontreraient la distribution présente et potentiellement future de deux espèces, puis comment on va l'intégrer dans le mérite. Alors, si on regarde l'orignal, là, ça c'est, puis on voit bien, c'est le climat, hein, c'est pas la vraie distribution parce que on voit la visibilité climatique pour l'orignal à travers le Canada au présent, puis ensuite on le voit projeté dans le futur en 2050. Puis ici, on focus sur le territoire du USG Bay James, on peut voir que ça donne un gradient de préférence d'habitat dans le temps en fonction de ça. Ça, c'est juste les climats, ça ne prend pas en compte toutes les autres choses comme la disponibilité alimentaire, les prédations, tout ça. On s'entend, c'est juste le climat. Mais on voit que dans le futur, l'enveloppe climatique intéressante pour l'orignal, il va monter au nord. Puis il va diminuer dans le sud. Alors, pour ceux qui sont maintenant très habitués à chasser l'orignal dans le sud, mais peut-être ils vont se trouver un peu plus bredouilles dans le futur. Puis ça, c'est le genre d'information qui est très important pour les communautés autochtones et non autochtones qui sont chasseurs. Ça, je pense qu'il y avait... Oups, parce que je suis dans la mauvaise direction. Si on regarde maintenant la Bernache, on voit l'enveloppe de... climat qui est entre maintenant puis dans le futur, puis lui aussi va monter vers le nord. Puis ici, on est allé à une étape de plus loin où on a fait une division de où ça pourrait être particulièrement bien versus un autre. Alors, une absence-présence. Alors ici, on peut voir que il y a une division qui est présent puis qui va changer beaucoup dans le futur avec une plus grande présence dans le futur dans le nord. Alors, il reste quand même beaucoup de travail à faire. Il faut rediviser ces enveloppes climatiques sur les polygones de tourbière. Il faut intégrer nos données de identification d'espèces d'animaux sur ces tourbières. Il faut aussi intégrer les éléments des différents types de milieux humides via des proxys de télédétection. Il faut intégrer les différents facteurs qui sont disponibles via nos partenaires gouvernementaux, puis sortir la base de données, mais c'est bien en ligne. Là. On va y arriver de ce printemps, j'y espère. Alors là, je voulais juste finir avec une présentation d'un projet qu'on a développé un peu sur le tard dans cette grande axe-là, mais dont j'en suis vraiment fière. C'est que le projet d'Atlas de biodiversité des milieux humides. Puis c'est Julia Morarin qui est en charge de ce projet-là, en collaboration avec Camillo puis Hugo Asselin à l'École des études autochtones. Ici, l'idée, c'est qu'on avait ces immenses piles de données, comme vous pouvez imaginer, suite à les différents projets des étudiants. Puis là, la question revient, comment est-ce qu'on fait un retour de ces données-là d'une façon qui est logique et équitable aux communautés autochtones? Alors, ça prend une certaine vulgarisation pour réussir à transférer les informations d'une façon pour que ça soit utile. Alors, on travaille en partage et en échange, puis on veut surtout un projet respectueux. Parce que c'est avant tout ce projet-là, c'est pour les communautés. Alors, le résultat final de le projet, alors le ou les formats dépendrait vraiment des souhaits de chaque communauté. Alors, c'est fait en discussion avec eux. À date, on a surtout travaillé avec Picogan, mais ça s'en vient pour les autres communautés également. Alors, les formats qu'on a développés à date, c'est un livre. Là, il va y avoir un livre physique qui va décrire la biodiversité qu'on a trouvée dans les milieux humides dans lesquels on a travaillé dans le secteur de chaque communauté.
On va avoir un site Internet qui va être plus global pour l'ensemble des données. Puis là, on va avoir des cartes interactives, des illustrations, des textes de vulgarisation. Puis on fait un podcast. Il y a 3 ou 4 épisodes qui sont déjà disponibles sur Spotify ou Apple Podcasts, où on parle du projet, de qu'est-ce qu'on a trouvé, parce qu'on s'est dit les cultures autochtones sont souvent dans la transmission des connaissances orales. Alors, on trouvait ça pertinent de fournir une façon de retourner les connaissances, les résultats d'une façon orale également. Puis, avec la possibilité de faire les podcasts qui est un peu partout maintenant, c'était vraiment une opportunité. Alors, comment est-ce qu'on va continuer? Mais tout ce qu'on a fait à date avec les données qui ont été fait partie de le grand projet sont publiques. Ces données publiques et vont rester publiques. Si jamais il y a des communautés qui aimeraient ajouter des connaissances autochtones à notre projet, ça dépendrait des partenaires autochtones. Puis, par la suite, l'accessibilité de ces éléments-là serait peut-être potentiellement limitée à la volonté des communautés. On est en train d'organiser une traduction du livre en Anishinaabe, puis on espère le faire en Cri, qu'on va travailler avec Nemaska et Mistissini. Puis on développe des cercles de parole avec les communautés pour parler du projet, puis des possibilités de qu'est-ce qu'on peut faire. Puis on développe des partenariats culturels pour essayer de faire vivre ce projet-là différemment. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous. C'est une photo magnifique de Cameo. Je voulais juste finir avec ça, puis un petit bout de code R que les étudiants travaillent vraiment fort avec. Puis remercier une dernière fois nos différents partenaires dans la chaire industrielle et vous remercier de votre attention aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Fenton, pour cette excellente présentation, très, très bien vulgarisée, vraiment intéressant. Pour ceux et celles qui se sont joints tardivement à nous, là, je me présente, Véronique Maltais, puis j'animerai la période de questions. Et tout juste avant de débuter, j'ai vraiment quelques simples petites questions, pas questions, pardon, mais des consignes en fait à vous donner. Entre autres aussi pour obtenir une attestation de formation continue, notamment en lien avec le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec. L'unique façon est de compléter l'attestation de participation avec le lien URL que vous allez trouver sous peu dans le chat. Pour les habitués, veuillez noter que maintenant, le code d'activité est vraiment intégré dans le lien, donc c'est un lien unique pour chacun des webinaires. Vous pouvez bien entendu allumer votre caméra là, si vous préférez pour la période de discussion et vous pouvez aussi poser la question dans la langue officielle de votre choix, anglais ou français sans problème. Il y a 2 façons de poser votre question, donc de façon verbale en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants et en sélectionnant l'icône main levée. Donc, lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à enlever le mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Puis, après avoir posé votre question, on aimerait, s'il vous plaît, que vous vous remettiez en mode sourdine. Aussi, nous souhaitons que vous posiez une seule question à la fois, autant pour donner la chance à Mme Fenton de bien répondre à votre question, mais aussi pour laisser la chance à tous de poser leurs questions. Bien entendu, si vous préférez poser votre question par écrit, il y a toujours le chat aussi que vous pouvez utiliser. Donc, l'icône bulle en bas à droite pour l'activer si ce n'est pas déjà fait. Et finalement, j'aimerais vous demander de mentionner votre nom et aussi l'organisation que vous représentez quand vous posez une question. Donc, le lien URL pour l'attestation va se trouver maintenant dans le chat. Et puis, bon, la période de questions va pouvoir démarrer. Vous avez tous la possibilité de pouvoir rétablir le son. Alors, on est prêt pour la période de questions. Dans le chat, pour le moment, je ne vois pas de questions. Oui, allez-y, vous pouvez y aller, Marion Segny. Bonjour, salut Nicole, bonjour à tous. Marion Segui, je suis biologiste pour produits forestiers Green First à la SAR. Nicole, j'aurais une question pour toi parce qu'il y a des choses qui m'ont intéressée pas mal. Quand tu dis que les faines puis les tourbières boisées sont des milieux vraiment riches, puis là, tu as dit faine structurée, puis là, j'aimerais ça savoir déjà c'est quoi un faine structuré, mais j'aimerais ça aussi si on pouvait avoir des petits outils
tout cas, j'imagine que c'est plus compliqué que des petits outils, là, mais pour essayer, tu sais, mettons, quand on est en planification forestière, puis qu'on se dit, oh, attention, ici, c'est un phéne. Comment je peux faire pour être sûr que c'est un phéne? Parce que j'ai toujours mes types écologiques, mais tu sais, je peux-tu avoir des petits trucs comme pour... Oui, oui, oui. Ben, en effet, c'est ça qu'on espère être capable de faire, entre autres avec Mérip. Alors, qu'il y a une option qui te dirait quelle sorte de milieu émédant tu trouves. Puis, tu sais, Fen, tourbière ouverte du sud, là, on est sur la ceinture d'argile. Alors oui, c'est plus riche, là, mais on n'est pas comme un vrai Fen. Tu sais, des gens qui travaillent dans les milieux humides, des tourbières qui sont vraiment avec un pH 6, 7, 8, là, ils ne seraient pas d'accord avec l'utilisation du mot pour nous. Alors, mais c'est des milieux qui sont plus riches pareil. Alors, l'objectif, c'est justement, on est en train de développer, puis on a trouvé, là, on les a juste pas encore spatialisés, c'est des proxys de télédétection pour être capable de voir les 3 types de milieux humides que Marc-Frédéric a identifiés. Alors, oui, ça s'en vient. Cool. Oui, alors la deuxième question, Pauline, tu peux y aller. Oui, bonjour tout le monde, allô Nicole. Ben, merci pour la présentation. C'est vraiment le fun de voir tout l'ensemble des projets que vous avez faits. Forcément, j'ai un petit fait pour les résultats phoniques, fait que c'est vraiment super intéressant. Fait que ma première question serait de savoir quand est-ce que Mariano voyons, tenir sa soutenance. Puis, deuxième petite question pour toi. On travaille aussi, excusez, dans le fond, je travaille pour la chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone de l'Université Laval. Et on travaille avec le gouvernement du Québec, notamment pour le réseau de suivi de biodiversité. Puis je me demande si vous êtes en lien avec cette équipe-là aussi, qui sont dans des démarches de partenariat avec les communautés autochtones. Fait que c'est ça. Fait que la soutenance de Mariano, puis le suivi de BDQC. Oui, oui. Alors, Mariano, c'est le 27 mars, puis tu as eu une invitation à venir nous rejoindre parce qu'en effet, Mariano, c'est le 100e doctorat en foresterie puis en mine à l'UQAT. Alors, on en est très fiers. On fait une soirée. Alors, Pauline étant une graduée elle-même, là, elle est invitée à nous rejoindre. Alors oui, le 27 mars, ça va être disponible publiquement. Il y aurait un lien Zoom. Je peux partager avec vous là, pour être sûr que vous avez accès à ça. 2 de ces articles sont aussi déjà publiés. Alors, ils sont déjà disponibles publiquement aussi. Pour la deuxième question, non, une couple de personnes m'en ont parlé de ça, mais je suis pas vraiment en lien avec cette groupe-là. J'ai pas été contactée, alors je sais pas encore. Ok, ben, je te propose qu'on s'en parle dans le fond Mm. pour voir justement, parce que ça se recoupe beaucoup avec leurs intentions. Donc, je pense que le travail que vous avez fait est pas à refaire, entre guillemets, là. Fait Non, que, tout à fait, là, c'est ça. Il y a tellement peu d'argent pour aller collecter des données de biodiversité, ne refaisons pas le même travail. ok, parfait, ben, je te recontacte. Merci, Nicole. Super, merci Pauline. Merci. Alors, je surveille le chat. On n'a pas de questions pour le moment dans le chat. On n'a pas d'autres mains levées pour le moment non plus. Je peux vous laisser quelques instants. On n'a toujours pas de questions. C'était très bien vulgarisé. Alors, on a une question dans le chat qui vient d'apparaître de M. Charles Delisle du groupe Synergie. Avez-vous établi des critères d'épaisseur de tourbe pour qualifier les tourbières? Oui, mais on a mesuré la tourbière, l'épaisseur de la tourbe et pas plus une fois, on a fait un profil, là, justement, pour identifier c'était où la fin. Notre critère de limite, c'était le 40 cm de tourbe qu'est-ce qui est utilisé au Québec pour identifier une tourbière. Puis, nos tourbières étaient généralement beaucoup plus profondes que ça, plus dans le 1 à 2 mètres, typiquement. Excellent, merci.
vais laisser encore quelques instants si des questions sont en cours d'écriture dans le chat. Alors, on a une autre question de Jérôme Lagagnère du Service canadien des forêts qui mentionne, qui dit: Allô Nicole, peux-tu nous parler un peu de ton expérience avec les communautés autochtones, de belles rencontres, des défis? Point d'interrogation. Bonjour Jérôme, contente de te lire. Oui, ben je dirais surtout des belles rencontres. Il y a il y avait un grand intérêt et ouverture à notre projet. Puis je pense que c'est en partie à cause de notre approche qui était, on les voyait plus comme des co-chercheurs, des collaborateurs. C'était pas des sujets de recherche, là. On allait là pour valoriser puis profiter de, s'ils voulaient bien, leur connaissance. Alors, j'ai eu vraiment des belles rencontres avec eux. Côté défi, je dirais plus, c'est des habitudes de vie et ou de travail. Il faut être patient. Il faut s'attendre à avoir des revirements de situation. J'ai eu énormément de réunions qui ont été annulées pour raisons X, Y, Z, là, puis qui sont tout à fait légitimes. Des fois, c'est juste la surcharge. Les communautés autochtones sont très sollicitées pour tout ce qui est différents projets. Alors, des fois, il n'y avait juste pas de temps. Puis ça, je peux comprendre. Il faut s'attendre à vivre un changement culturel. Là. On ne va pas dans les communautés autochtones puis trouve la société québécoise de façon générale. Là, c'est une autre façon de vivre, c'est une autre façon d'être. Puis il faut le respecter. Si on va avec un esprit ouvert, puis une compréhension qu'on est chez eux, puis on suit leurs mœurs, mais moi, je n'ai pas eu de mauvaise rencontre. Puis j'ai fait attention dans le choix d'étudiants aussi. C'était pas un choix tout à fait aléatoire dans ce sens-là. Excellent, merci. Il y a... Oui, M. Grenon qui a la main levée. Oui, bonjour. Super présentation, Nicole. Merci beaucoup. Franck Grenon, je suis gestionnaire au Centre de foresterie des Laurentides. Question peut-être un peu plus pratico-pratique, technique par rapport à ce qu'on vient de parler, la relation avec les communautés autochtones. Qu'est-ce qu'il y en est de la manière que vous avez abordé les ententes de collaboration avec eux, la gestion des données, tous les principes de OCAP, et ainsi de suite? Avec les outils que vous avez présentés, là, il y a quand même certains enjeux que je pouvais percevoir ou appréhender. Fait que je voulais juste vous entendre parler de cet aspect un peu plus technique ou si on veut. Oui. Non, mais c'est une excellente question, puis c'est une qui nous a préoccupé longtemps. On a évidemment des ententes de recherche à la fois avec la Nation Cri puis la Nation Abitibi-Témiscamingue. Puis on a une deuxième entente de recherche pour le développement d'atlas de biodiversité. Alors, on a beaucoup d'ententes. Puis, il faut que tout le monde se respecte dans le développement de ces ententes-là. Puis moi, j'ai pas eu de problème dans le sens que les communautés autochtones comprennent que les étudiants, il faut qu'ils soient capables de publier puis qu'ils finissent. Puis en même temps, les étudiants ont besoin de comprendre que leurs données ont besoin de retourner aux communautés autochtones. Pour tout ce qui est données biodiversité, base de données, tout ça, c'est pour ça qu'on a développé l'Atlas pour que ça... Oui, on va fournir des fichiers Excel, puis des bases de données, puis du code R, mais c'est pas ça qu'ils vont utiliser dans le quotidien. Alors, on voulait avoir quelque chose qui est plus pertinent pour les communautés, puis les individus avec qui on a travaillé, les maîtres de traite, les aînés, des choses comme ça. Puis ça, c'était ça, le développement de l'Atlas, puis vraiment le livre. Tu sais, parce qu'ils sont vraiment excités là, de tenir le livre avec les données pour leur territoire dans leurs mains. Alors, ça, c'était, vu que c'est des données biologiques qui étaient prises sur terre publique avec des fonds publics, mais c'est des données publiques. Tout ce qui est par rapport à les entrevues, les discussions,
Mais ça, évidemment, ça, c'est un autre paire de manches, là. Puis les entrevues, on a le droit d'utiliser ces données-là pour cette projet-là et pas pour d'autres. Puis, il faut qu'on s'assure que toutes les données sont transmises d'une façon qui sont anonymes, puis que les fichiers qui s'assurent le genre de correspondance soient bien protégés. Évidemment, on va détruire ces données-là par la suite, une fois que c'est fini. Alors, la destruction des données après les entrevues, c'est important également. Pour les côtés Atlas, on souhaitait vraiment que les communautés participent puis mettent de l'eau au moulin un peu dans ce projet-là. À date, ça n'a pas vraiment marché. Malgré qu'on a passé beaucoup de temps à Picogan, à discuter avec des gens, on a des belles relations, on a un aîné qui a fait un podcast, mais plus que ça, ils n'ont pas voulu, ils attendaient quelque chose de nous autres. Mais s'il y avait contribué, mais là, c'est vraiment là, ça aurait changé. Alors, ça aurait été une situation où c'est plus juste des données publiques avec un projet financé par le ministère de l'Environnement, ça aurait devenu quelque chose qui appartient à la communauté. Puis c'est en effet, le parti compliqué, c'est de convaincre le ministère de l'Environnement qu'on avait droit d'avoir un secteur de projet qu'il n'avait pas droit d'utiliser. Alors, si les communautés autochtones embarquaient dans le projet, puis s'ils décidaient qu'ils ne voulaient pas partager ces connaissances-là, mais le ministère de l'Environnement avait besoin d'être d'accord qu'il y aurait une partie du site web qui serait barrée. Puis ça serait comme ça. Puis on a réussi. Mais finalement, on n'a pas eu besoin de ça parce que finalement, on n'a pas. C'était ça la partie la plus compliquée. Mais à part ça, je dirais que ça a bien été. Il faut toujours garder une bonne communication. Puis j'essaie de voir les communautés au moins une fois par année, qui a été difficile avec le COVID, là, mais de faire un update de comment ça va, puis d'expliquer où on est rendu, puis vraiment garder la communication ouverte pour qu'ils ne sentent pas que je garde les données puis ne sont pas accessibles pour eux. Merci beaucoup, Nicole. Merci. On a une autre question de Pauline. En fait, c'est plus pour rebondir un peu sur le commentaire de Frank puis la réponse de Nicole, mais au niveau de, tu sais, tu disais que vous allez détruire les entrevues, là, je sais pas si c'est volontairement que tu as dit ça, mais souvent, on propose à la communauté de les garder, tu sais, on les détruit en termes de recherche, nous, en tant qu'équipe de recherche, mais, tu sais, pour la communauté, souvent, ils peuvent le garder pour, tu sais, comme patrimoine Tout à culturel. fait. Fait que, Oui, je parlais de nous, on va les détruire. je voulais juste le préciser pour les gens qui écoutent. Merci, Pauline. On a encore du temps s'il y a d'autres questions. Pour le moment, il n'y a rien d'ajouté dans le chat. Pas d'autres mains levées pour le moment. Alors, parfait. Alors, si jamais vous avez des questions, j'imagine que Mme Fenton se fera un plaisir de pouvoir échanger ou par écrit. Ceci dit, nous allons clore ce webinaire. Donc, merci Mme Fenton pour votre présentation intitulée « Développer un outil de planification écologique afin d'aider à la conservation d'une richesse méconnue, les tourbières de la région Eeyouichi-Baie-James ». En terminant, j'aimerais vous inviter au prochain colloque qui devrait avoir lieu normalement jeudi dans 2 semaines, soit le 23 mars, et qui s'intitule « De la Pessière jusqu'au centre-ville, carnet de route d'un écologue ». Je dis qu'il devrait avoir lieu parce que la présentatrice, la conférencière, pardon, sera Alison Monson, professeure titulaire et co-directrice de la chaire de recherche sur l'arbre urbain et son milieu de l'Université Laval. Donc, comme vous le savez, là, dû à la grève des professeurs de l'Université Laval, on est tributaire un peu de ce qui se passera. Donc, restez à l'affût. On va mettre à jour nos fils Twitter et LinkedIn selon le contexte, selon le déroulement de la grève, en fait. Donc, j'aimerais vous remercier tous de votre participation et vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.